Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Comme vous le savez, ça fait maintenant plusieurs jours que l'on parle des succès américains et israéliens contre l'Iran. Il était temps d'aller regarder un petit peu ce qui se passe de l'autre côté et de se rendre compte que les Iraniens, quoi que l'on dise, ont réussi des frappes chirurgicales. Et c'est le terme occidental. À partir de là, le géant a saigné, si je puis dire, et ça nous fait forcément penser au film 300. Alors, vous aurez compris le second degré avec le fait que Darius soit perse. Ok, bon, c'est pas grave. Toujours est-il, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons revenir sur le BDA, le Battle Damage Assessment. Désolé pour les anglicismes, c'est comme ça qu'on travaille en coalition. Et pour faire simple, en bon français, on va aller au résultat et regarder qu'est-ce qui a été touché, que l'on peut prouver grâce à des images satellites. Et vous allez vous rendre compte que les monarchies du Golfe ont quand même eu des ciblages extrêmement précis contre leurs installations. Point très intéressant, et je vous le dis tout de suite dans l'intro, vous allez également vous rendre compte que bien qu'on n'en parle pas beaucoup, les Américains, ces dernières années, sous couvert de pivot stratégique vers le Pacifique, eh bien, ont retiré énormément de défense solaire dans la région, ce qui a, entre autres, amené les mêmes monarchies du Golfe à essuyer les plâtres et surtout à bien vider leur stock de missiles qui vont devoir être remplis désormais par le complexe militaro-industriel américain. Donc à la fin de cette vidéo, vous comprendrez un petit peu mieux comment fonctionnent les systèmes de défense contre les missiles balistiques principalement, notamment la partie radar, et on va aller au résultat avec des images satellites avant, après. Et pour commencer, regardez ces images, ça c'est en Iran, mais vous allez vous rendre compte que de l'autre côté, il y a également le même genre d'image. Et aujourd'hui, notre partenaire, il a un état final recherché qui est de celui de vous permettre de prendre un petit peu de hauteur et d'intellectualiser les biais dans la presse. Alors pour parler de presse, surtout avec ce conflit, je pense que c'est très intéressant d'aller regarder ce qui se dit du côté des Nord-Américains et dans la presse britannique. Et avec Ground News, vous allez avoir accès à toute cette presse et encore mieux, ils vont vous faire des résumés. Et vous allez pouvoir choisir votre sujet, traduire en français avec votre navigateur sur votre ordinateur. Et là, typiquement, j'ai regardé ce qui se passe par rapport à notre sujet du jour, les bases radar. On a un résumé des médias qui sont plutôt réputés de gauche. On a également un résumé pour le point de vue centriste. On a une comparaison des biais et ça va nous permettre de savoir comment chacun traite un petit peu différemment le sujet. Vous voyez par exemple que le centre minimise l'importance de la certitude. Ils mettent l'accent sur la vérification, le contrôle des faits, parlent de fausses images, d'images où c'est prétendument détruit, alors que la gauche, elle, est un petit peu plus violente et n'ont pas trop de doutes sur, par exemple, la haine FPS 132 dont on va parler au Qatar. Ensuite, vous allez vous retrouver avec tous les articles, vous pouvez lire ce que vous souhaitez. Et la grosse plus-value de Ground News, personnellement, c'est également cette notion d'angle mort. L'angle qui vous tue quand on ne le voit pas. Et là, typiquement, vous voyez que les médias de droite en Amérique du Nord, donc centre-droite, couvrent le fait que la Turquie va déployer 6 avions de chasse F-16 dans le nord de Chypre, là où les médias de gauche n'en parlent absolument pas. Et donc, c'est assez intéressant de voir comme ça comment vous pourriez avoir un biais si vous ne vous informez pas avec ce type de système, Ground News, qui vous permet de voir de tous les côtés, d'avoir une conscience de la situation, si je puis dire, à 360 degrés. Vous pouvez cliquer directement sur conflit iranien de 2026, vous aurez les principales actus. Regardez, le G7 va discuter d'un déblocage conjoint des réserves. Vous avez également Human Rights Watch qui accuse Israël d'avoir utilisé du phosphore blanc, les Kurdes de Syrie, les angles morts, tout est résumé ici, vous pouvez cliquer. Et en plus, on vous a mis le lien juste en dessous avec le code AT, vous allez avoir 40% de réduction sur le Vantage Plan, qui est en fait l'abonnement que j'utilise, qui est un plan annuel qui est super, qui vous permet d'avoir accès à tout ça. Honnêtement, dans l'année, s'il y a un moment où il faut le prendre, c'est maintenant, au vu de la densité d'informations, au vu des différences de traitement de l'actu. Ground News, ça vous permet de garder les pieds sur terre. Elle est pas mal celle-là. La manière dont nous allons traiter le sujet. Dans un premier temps, très rapidement, je vais vous donner la base technique à connaître sur ces systèmes que l'on va débriefer après. Ensuite, à chaque fois, on va regarder la grande carte où se situe sur Terre la base ou l'image satellite que nous allons traiter. Et vous allez voir avant et après.
et vous ferez votre propre opinion. Nous allons aller en Jordanie, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis et également en Arabie Saoudite. Et des systèmes américains ont été touchés, mais également surtout des systèmes des monarchies du Golfe. Allez, on commence d'un point de vue technique avec l'AN/TPY-2. Alors ça, en fait, c'est un système qui va permettre de guider les fameux missiles THAAD. Donc en fait, c'est les missiles qui vont servir à faire des interceptions en dehors de l'atmosphère contre des missiles balistiques énormes. Vous n'avez que 16 exemplaires de ce radar qui ont été fabriqués. On en a vu un détruit en Jordanie, 3 endommagés aux Émirats et en Arabie Saoudite. Et le gros problème, c'est que c'est une cible fixe. Elle n'est pas mobile et vous pouvez la voir depuis l'espace. l'AN, c'est pour Army Navy. Et TPY, c'est pour Transportable Radar Surveillance. C'est Raytheon qui construit ça avec RTX. Ils sont basés dans le Massachusetts. Et le contrat initial, ça remonte à 1992. Mais la production de série a vraiment commencé dans les années 2000 avec une première livraison à l'armée américaine, c'était en 2004. On est sur de la bande X, vous pouvez détecter à plus de 3000 km et il vous faut 5 C-17 pour pouvoir la transporter. Donc ça prend quand même du temps. Vous avez une mise à jour qui a été notifiée avec un contrat en 2016 et les premières versions sont arrivées avec la mise à jour 2024-2025. Il vous faut des radars pour pouvoir faire décoller et intercepter vos missiles. Alors ça, c'est très important. Maintenant, peut-être le radar le plus cher, on est en train de parler de plusieurs milliards de dollars, c'est le AN/FPS 132. Alors, ça fait un petit peu mal aux oreilles et on voit qu'il a été touché au Qatar dès les premières heures de la guerre. Et lui, il n'existe qu'environ 8 à 10 exemplaires dans le monde. C'est quand même le radar le plus puissant du Moyen-Orient, c'est le seul qui est vraiment dans la zone. D'après les estimations en dollars ramenés à ajuster à l'inflation, on est sur quelque chose qui coûte 2 milliards pièces, 3 faces, une touchée. Rappelez-vous quand les Russes s'étaient fait toucher leur système justement de détection, on en avait beaucoup parlé, et bien là vous voyez que dès le début, la partie américaine s'est fait toucher. Ce qui étonne, c'est l'absence de défense de points efficace pour protéger ce radar qui était donc sur la base américaine. Maintenant, attention, c'est un bâtiment, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer, il va falloir le réparer. Et on ne sait pas l'étendue des dégâts. Ce qui est sûr, c'est que ça a été touché. Autre système que l'on va pouvoir voir, c'est les AN/GSC-52. Et là, en fait, c'est des systèmes de communication satellite, donc c'est pas du tout la même chose, c'est beaucoup moins cher. Mais vu d'extérieur, voilà, vous avez des radomes, ça peut ressembler un petit peu à des systèmes de guidage. Là, c'est de la SATCOM, comme on dit. Donc là, rien à voir, mais on voit que ça a été touché au niveau de la base de Bahreïn, on va revenir dessus. Allez, on fait notre petit tour de la région. Premier site, on est à Moufawak Salti en Jordanie et c'est un AN/TPY-2, donc qui sert pour le THAAD. Comme on a dit, 16 ont été fabriqués, 13 appartiennent à l'US Army et là, celle-là, eh bien, elle est détruite. À partir de là, puisque ça a été construit, ils ont arrêté de les fabriquer, c'est très compliqué d'en refabriquer, pour faire très simple. Il n'y a pas de la ligne de production, donc il faut tout recommencer, c'est complexe. Pas impossible, mais complexe. En tout cas, à court terme, c'est perdu. Maintenant, on va aller du côté des Émirats. Alors, grande spécificité des Émirats, c'est juste en face de l'Iran. Plus vous êtes loin, plus vous avez le temps de détecter la menace et plus vous avez des chances que la menace, en fait, dévie un petit peu en termes de navigation. S'il y a des systèmes inertiels, plus vous volez, plus la dérive s'agrandit. Là, ce qui est vraiment impressionnant, c'est de voir la précision des systèmes. Alors, soit il n'y a pas de brouillage GPS, ce qui serait étonnant, mais possible. Dans tous les cas, le système arrive à passer, le drone arrive à passer, et après, derrière, il arrive à finir sa trajectoire finale. Donc on n'est pas du tout sur la même précision que ce qu'on a pu voir par exemple au début de la guerre Ukraine-Russie. Là, on voit vraiment qu'il y a une précision métrique comme ce qu'on sait faire en Occident. Et donc les Émiratis, ils ont 2 batteries THAAD, on a dit, hein, ils sont très très bien équipés. À chaque fois, vous avez son radar. Les radars sont à Al-Ruwais et à Al-Sider. On voit bien sur les images satellites. Configuration identique, ça ne bouge pas. Tout le monde connaît les positions. Il suffit d'aller sur Google Maps, vous les trouvez quand même. Hein. Il n'y a même pas de floutage sur Google Maps. Peut-être l'éléphant dans la pièce. Vous avez des sites de défense aérienne des Émirats qui veulent pas trop qu'on partage tout ça, mais ils n'ont même pas fait flouter sur Google Maps. La dernière fois que j'ai vérifié, Google, c'est quand même les Américains. Voilà, ça risque de débriefer quand même. Maintenant, on va faire un tour du côté de Prince Sultan, où on sait qu'il y a beaucoup de systèmes américains. Là, on est donc en Arabie Saoudite. Et le 1er mars, on voit de la fumée qui monte du radar. Donc, on voit qu'une tente abri radar est fortement abîmée. Le Qatar, on en a parlé tout à l'heure, avec la NFPS 132, ce grand bâtiment, là, vous voyez clairement, et puis au niveau de tout ce qui est SATCOM également, de l'impact. Là, ça a un impact direct sur la manière dont fonctionnent les Américains avec le réseau. On parle souvent de la fusion, du partage de données. Si votre gros radar et vos systèmes de communication sont HS, forcément, vous perdez en conscience de la situation. L'objectif du radar, c'est d'éclairer la nuit.
Le champ de bataille, c'est la nuit, c'est du brouillard, le fameux brouillard de la guerre. Les radars permettent de voir au travers des gouttelettes d'eau et de vous faire une bonne représentation de la situation et donc de pouvoir anticiper et de pouvoir travailler ensemble. Par exemple, avoir des frégates, des navires radar éteints ou qui vont utiliser ces informations-là pour après pouvoir cibler directement la cible. À partir de là, sans ces systèmes de surveillance, vous perdez forcément en compétences opérationnelles. Et donc au niveau de Bahreïn, là où j'avais eu la chance de faire une escale, vous voyez que les systèmes de coordination, de communication sont touchés. Donc c'est toujours le talon d'Achille. Pareil, si vous avez des drones, il faut pouvoir communiquer avec, il faut des satellites. Les Iraniens n'ont pas cette capacité à attaquer les satellites. D'autres nations, la Chine, la Russie, l'Inde, peuvent avoir ces capacités. Et vous voyez que dès le début de la guerre, votre adversaire connaît vos points faibles. Comme je vous le disais tout à l'heure en entrée, ce qu'il faut voir, c'est que sous Biden, à partir de juin 2021, les Américains ont retiré beaucoup de moyens du Moyen-Orient. Ces derniers jours, et on a participé à ça, on a mis en avant le fait qu'en Ozinte, on voyait qu'ils amenaient des systèmes dans la zone, mais ce dont personne n'a parlé, c'est que 8 batteries Patriot et une batterie THAAD avaient été retirées sous couvert de pivots asiatiques. Qu'en juin 2025, pendant la guerre des 12 jours, il y a eu plus de 150 intercepteurs THAAD qui ont été tirés, 25% du stock mondial estimé, en une dizaine de jours. Et donc on se retrouve avec des stocks qui sont quand même assez faibles. Les Américains qui ont d'une certaine manière anticipé, retiré leur système dans la région. Et là, face aux missiles iraniens, on va voir les chiffres, il y a eu énormément d'ouverture du feu des monarchies du Golfe. On se retrouve, quand on compte, d'après les sources qu'ils communiquent, et encore une fois, on vous a prévenu, il faut faire attention à toutes ces infos, mais environ 400 missiles balistiques, plus de 1000 drones. On a vu des images avec des patriotes qui font 2 voire 3 tirs d'intercepteurs pour au final louper le missile balistique. Même si on a un taux d'interception qui est très élevé, qui est largement au-dessus des 90%, il y a toujours des systèmes qui passent. Et vous remarquerez que ça arrive à passer et à taper le talon d'Achille. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des milliards de dollars d'intercepteurs qui ont été tirés et que maintenant, il va falloir racheter les stocks. Et qui vend les stocks? Les États-Unis, c'est Washington. Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, on risque d'avoir des milliards de commandes obligatoires, urgentes, sans alternative. La loi du marché, chaque pays va se tirer peut-être un petit peu la bourre pour être équipé le premier. Et on se retrouve face à 2 grandes leçons. La première, c'est que les défenses et les investissements dans l'antimissile peuvent paraître inutiles jusqu'au jour J. À l'heure actuelle, l'Ukraine, avant l'invasion, était extrêmement équipée en système solaire. Ça leur a permis d'avoir de bons résultats quand même aux premières semaines de la guerre. C'est la philosophie soviétique d'avoir beaucoup de défense solaire. Regardez au Vietnam. Vous avez ensuite ces monarchies du Golfe qui sont suréquipées au vu de leur taille en termes de défense solaire. Ça leur a permis de sauver leurs citoyens. On va pas se mentir. Vous regardez l'Europe, c'est pas trop notre truc, les défenses solaires. On a quelques systèmes pour toute la France. Je sais même pas si on a de quoi protéger toutes nos enclaves militaires. Donc, à partir de là, c'est intéressant de se rendre compte que par rapport au monde dans lequel nous vivons, il faudrait peut-être qu'on fasse un peu plus d'efforts en France sur notre défense solaire. Nous avons la technologie, on a MBDA qui fait du super matériel, mais on n'a pas beaucoup de stock, pas beaucoup de commandes, toujours un même problème. Maintenant, deuxième leçon, vous pouvez avoir énormément de missiles, si vos radars sont détruits, c'est ballot. Donc peut-être qu'au niveau des fabricants de ces systèmes, il faudrait commencer à réfléchir. On a vu par exemple avec le canon César que ça marche très bien de bouger les choses. Les navires se déplacent, ça marche très bien aussi. Peut-être qu'il va falloir réfléchir, avoir une capacité à se déplacer. Et spoiler alerte, les versions françaises, vous prenez par exemple le Mamba, tout ça, ça a quand même réfléchi pour se déplacer. Donc c'est intéressant de voir que là, les Américains ont une philosophie de systèmes qui sont ancrés, qui ont été réfléchis dans les années 80-90, qui ne bougent pas, que l'accès à l'image satellite s'est démocratisé, on arrive même à faire des analyses open source maintenant avec, et donc que l'adversaire sait exactement où vous frappez, et que l'accès à de la munition métrique s'est également démocratisé. Et donc, si vous avez un système fixe qui ne bouge pas, vous êtes quasi sûr de vous le faire impacter dans les premières heures de la guerre. Les leçons sont extrêmement riches pour la guerre dans le Pacifique, mais les leçons sont autant à prendre du côté occidental que par exemple du côté chinois. Mais ça, on pourra reparler des systèmes des pays des BRICS qui ont été touchés, que ce soit au Venezuela ou que ce soit en Iran. Chaque guerre, chaque affrontement amène ses leçons. Tout le problème, c'est les détecter, ne pas se tromper, tirer les bonnes conclusions et éviter de faire comme
À une époque, les ingénieurs et les états-majors avaient fait avec cette fameuse image de l'avion où ils s'étaient dit « les avions qui reviennent de vol sont touchés à ces endroits-là, il faut donc les renforcer, mais ils ne sont jamais touchés à ces endroits-là, donc il n'y a pas besoin de renforcer sur ces endroits spécifiques, alors qu'en fait, si vous êtes touché à ces endroits spécifiques, vous êtes détruit, vous revenez jamais à la base. Si vous êtes touché aux endroits où ils ont mis les renforts, vous avez quand même la capacité à revenir à la base. » Une illustration très connue de la nécessité de ne pas tunneliser lors des débriefings. Et là, la guerre n'est pas encore terminée. Il y a encore de nombreuses leçons à analyser, de nombreuses informations qui vont remonter. Et moi, ce qui me marque quand même dans tout ça, c'est qu'il n'y ait pas eu plus de protection de points. Car en théorie, dans les catalogues, sur les PowerPoint, vous avez des systèmes de défense de points. Vous avez des Seawees, vous avez des Phalanx. Ils auraient pu installer des systèmes de protection de points. En théorie, on est censé le faire à côté de ces systèmes. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Pourquoi les adversaires ont-ils réussi à passer? Probablement que la doctrine n'est pas bonne et qu'il va falloir augmenter ces défenses de points, les améliorer. On sait que le laser est en train d'être réfléchi, on sait que des intercepteurs de drones sont en train d'être réfléchis. Mais vous voyez, alors qu'il y a eu de nombreuses critiques pendant des années sur la Russie, et on en parlait dans Au-delà de l'Ukraine déjà, il faut se méfier et ne jamais sous-estimer une menace. Moi, personnellement, ce qui m'étonne, c'est que s'ils ont réussi à se rapprocher des bases, ils ont tapé les radars. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tapé les parkings où il y avait des avions? Grande question. Vous avez 2 heures. N'ont-ils pas réussi? Ou n'ont-ils pas voulu? Ou n'avaient-ils pas le matériel? On en saura plus dans quelques mois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à très vite sur la chaîne et fly safe.